la délégation présidentielle se trouve à Salkadamna, dans la commune rurale de Takanamat, à 80 km de la ville de Tawa, pour une autre cérémonie du même genre. La pose de la première pierre du complexe charbonnier de Salkadamna, l'un des projets phares du président de la République. En prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le maire de la commune rurale de Takanamat a souhaité la chaleureuse bienvenue à toutes les délégations venues pour la circonstance. À son tour, le gouverneur de la région de Tawa, dans son discours, précise que cette cérémonie détermine l'engagement et la volonté politique des autorités de la 7e République. La mise en service de cette centrale classera le Niger au rang des pays exploitateurs d'énergie, ce qui constitue l'un des moyens clés pour réaliser l'ambition que les autorités de la 7e République ont pour notre pays. Dans son allocution, le président de la société américaine CGC, Source California Energy Service, chargé d'exécuter les travaux de ce complexe charbonnier de Salkadamna qui fera la fierté des Nigériens et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, se réjouit de la bonne collaboration des autorités de la 7e République. Ce projet intégré à multiples facettes va impacter considérablement le développement socio-économique de la région, en particulier du pays et de la sous-région en général, a indiqué le ministre de Pétrole. Du point de vue investissement, c'est quelque 1,475 milliards de dollars US, soit près de 740 milliards de nos francs qui seront mobilisés par Source California Energy Service sans endettement de l'État et repartis comme suit. Pour la centrale, 850 millions de dollars US. Pour la mine et l'unité de l'usine de briquettes, 400 millions de dollars US. Pour les lignes de transport et les postes associés, 225 millions de dollars US. Et cerise sur le gâteau, plusieurs centrales solaires totalisant une puissance de 150 MW seront érigées dans toutes les régions du pays pour un investissement d'environ 330 millions de dollars US. Après toutes ces interventions, le président de la République s'est adressé à la population de la commune rurale de Takanamat en langue Hausa. Dans son intervention, le président a énuméré les 3 géants projets qui vont rester gravés dans la mémoire des Nigériens. Muna bikin girka tubali na kamfanin lantarki da za a yi da gawai a nan Salkadamna. Alhamdulillahi sai bi ma Allah godiya domin alkawula da mun ka ɗauka ma jama'a sannu-sannu Allah ya sa suna tabbata. Kamar yadda kuka sani akwai alkawulla waɗanda ayyuka ne na yau da gobe, akwai kuma alkawulla na tarihi, alkawulla na aikin yau da gobe. Kamar yadda kuka sani su ne tsaron ƙasa, tsaron 'yan ƙasa da dukiyarsu. Ayyukan yau da gobe su ne tattalin ilimi a cikin ƙasa, tattalin lafiyar jama'a, ba 'yan ƙasa ruwan sha. Ayyukan yau da gobe su ne tsarin 'yan Niger, su ci da 'yan Niger. Ayyukan yau da gobe su ne ayyukan hanyoyin mota na kwalta ko na karkara. Amma kamar da gai akwai ayyuka na tarihi. Waɗannan ayyuka na tarihi a wannan zamani su guda 3 ne. Na farko, da zuwa cikin jawabin shi ministan petrol ya gaya muku babban aiki wanda zai shiga tarihi, wanda tarihi zai rike,
wanda tarihi zai rike na wannan zamani shine wannan hanya ta jirgin kasa. Alhamdulillah tarihi zai rikewa wannan zamani ne an kai wannan aiki na jirgin kasa da 'yan Nijar ke shira yau da wajen shekara 80. Aikin tarihi na biyu da tarihi zai rike a wannan zamani shi ma aka yi shi ne kamfanin lantarki na Kandaji. Shi ma Allah yarda a cikin wannan lokaci a cikin wannan zamani za a kammala shi. Aikin tarihi na uku shi ne muke bikin shi yau a nan salkadamna, domin ba kullum ba ne ake yin irin wannan biki na aza tubali na kamfani na lantarki wanda za ya ba kasar mu ta Niger wajen megawatt 600 na lantarki wanda za ya isa kasar Niger gaba daya, alma mu ba kasashen waje lantarki, kasashe kamar na Nigeria, kamar na Benin, kamar na Burkina Faso da sauransu. Cette cérémonie a été sanctionnée par la présentation de maquettes de ce joyau au président de la République qui va mettre fin au calvaire de délestage électrique avec leur désagrément et leur influence négative sur l'économie du pays. Et puis je l'annonçais également tantôt, l'Union européenne vient d'octroyer une importante aide financière au Niger, une aide qui intervient dans le cadre du 11e FED dont l'objectif est d'accompagner le développement économique du pays. À travers ce geste, le Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, vient ainsi de recevoir la version définitive du programme indicatif national du Niger au titre du 11e Fonds européen de développement FED pour la période 2014-2020. Signé le 19 juin dernier à Nairobi au Kenya, ce programme d'un montant d'environ 400 milliards de francs CFA projette de couvrir 4 grands secteurs de coopération. Ciblage de 4 secteurs au Niger, au lieu de 3 secteurs, comme c'est le cas pour l'immense majorité des pays bénéficiaires du 11e FED, démontre d'une part l'attention particulière portée par l'Union européenne au Niger, mais également l'excellence de nos relations et notre confiance mutuelle. Ces 4 secteurs sont les suivants. D'abord, sécurité alimentaire et nutritionnelle et résilience. Deuxième, le renforcement de la capacité de l'État pour la mise en œuvre des politiques sociales. Troisième, la sécurité, bonne gouvernance et consolidation de la paix. Quatrième, désenclavement des régions affectées par l'insécurité et le risque de conflit. Mis à part ces 4 grands secteurs de coopération, on peut noter d'autres actions, notamment l'appui à la société civile et au renforcement de ces organisations. En plus donc des 4 secteurs de concentration dont on vient de parler, l'appui de l'Union européenne concerne également le renforcement des capacités des acteurs de la société civile nigérienne avec un montant de 16 millions d'euros pour leur permettre de s'impliquer dans l'élaboration des politiques de réduction de la pauvreté et dans le suivi de leur mise en œuvre. Enfin, il y a également une allocation au profit donc, de l'ordinateur national pour faciliter la coopération technique pour un montant de 10 millions d'euros et assurer donc la mise en œuvre du programme de coopération et de financer la facilité de coopération technique destinée à accompagner par des études les missions d'assistance technique, les séminaires, la programmation, la préparation et la mise en œuvre des projets-programmes du 11e FED. Mesdames et messieurs, au terme donc d'un processus de programmation bien mené, c'est le lieu pour moi de remercier et féliciter les 2 équipes piliers de cette opération, de cette coopération, à savoir toute l'équipe de la délégation de l'Union européenne pour son professionnalisme, sa disponibilité constante et tout l'apport qu'elle nous a amené pour la conclusion donc, de ce programme.
mais également les services de l'orateur national du Fonds européen de développement, notamment la cellule européenne, ainsi que les différents départements ministériels concernés par les interventions de l'Union européenne. Cet accord de financement permettra à notre pays de faire face aux multiples défis de l'heure, a dit le Premier ministre chef du gouvernement. Ce financement qui entre dans le cadre du 11e FED traduit l'excellence des rapports, des relations qui existent entre l'Union européenne et notre pays. Il y a lieu de se féliciter véritablement de cet acte qui vient d'être posé, de féliciter l'Union européenne, de féliciter les équipes nationales de l'Union européenne et de l'ordonnateur national pour le travail remarquable qui a permis, après un travail fouillé, un travail poussé, d'aboutir à la signature de cet accord de financement, conçu pour 4 axes de concentration. Et j'avoue, je reconnais que ces 4 secteurs de concentration ont été judicieusement choisis. Et l'apport que constitue ce financement va certainement nous aider à faire face à ces défis qui ont pour nom, cela a été rappelé, les questions alimentaires, où nous devons de plus en plus aller vers une plus grande sécurisation économique des ménages nigériens. Et je pense que des progrès sont en train d'être faits, dans le cadre notamment de l'initiative 3N, et avec cette impulsion, cette nouvelle impulsion de ce financement, nous allons connaître encore des avancées plus significatives. L'autre aspect, ce sont nos politiques sociales. Effectivement, là aussi, nous avons d'énormes défis en termes d'éducation, en termes de santé. Et là également, nous avons là un précieux soutien qui va nous permettre certainement de réaliser des progrès dans ces secteurs. La question de la sécurité, de la bonne gouvernance et de la paix, là également, c'est toute l'actualité. Dans notre contexte spécifique qu'est le Sahel, nous avons plus que jamais besoin de consolider notre position de verrou de l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, ce verrou doit être consolidé. Ce pilier que constitue le Niger actuellement, cet îlot de paix, doit être maintenu, préservé, pour préserver la paix dans le reste de la région. La question des infrastructures aussi, c'est sûr que nous avons effectivement là un autre défi au regard du contexte géographique de notre pays, de l'immensité du territoire et des conditions particulières de déplacement dans les différentes, notamment dans le monde rural. Donc là également, je considère qu'il s'agit d'un secteur bien ciblé et nous nous en félicitons véritablement. Les programmes indicatifs nationaux représentent une étape importante dans la programmation de l'aide de l'Union européenne au titre du Fonds européen de développement FED. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour, 26 juin, la 27e journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Une journée au cours de laquelle la Commission nationale de coordination pour la lutte contre la drogue a officiellement incinéré les drogues saisies au cours de cette année 2014. Ima Seibou. Non à la production, non à la consommation de la drogue, c'est l'intitulé du thème retenu pour cette 27e journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues célébrée ce 26 juin 2014. Occasion saisie par la Commission nationale de coordination pour la lutte contre la drogue CNCLD pour procéder à l'incinération des drogues saisies au cours de l'année 2014.
Le président de la dite commission a dans son discours présenté la CNCLD ainsi que ses objectifs. Les objectifs de la commission sont les suivants. Identifier les besoins et les problèmes en matière de lutte contre la drogue à l'échelon national. Définir une stratégie dans le cadre des politiques publiques en matière de santé publique et de répression. Suivre et coordonner l'application de la stratégie du programme national contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Entreprendre une campagne intense d'information, de sensibilisation et d'éducation du public afin de réduire la demande, l'offre, la production et le trafic de drogue. Élaborer des statistiques fiables sur le trafic et la consommation de la drogue au Niger. M. Abdou Harouna est aussi revenu sur l'intérêt d'une telle cérémonie qui a permis l'incinération d'une importante quantité de drogue composée de la cocaïne, du cannabis et du tramadol saisis d'une valeur d'environ 10 milliards de nos francs CFA. Donc nous aurons 11 100 grammes d'herbes de cannabis, 47 523 grammes d'herbes de résine de cannabis, 917 847 comprimés de diazépam, 8 963 799 comprimés de tramadol, qu'on connaît sous le nom de tramol, et 322 140 comprimés d'éphédrine, 11 grammes d'amphétamine, de méthamphétamine, 185 comprimés d'amphétamine et 13 kg de cocaïne. S'en est ensuite suivi une présentation des échantillons des différentes drogues saisies. Le ministre de la Justice, par intérim, a par la suite procédé à l'incinération officielle de ces drogues. Cette incinération des drogues par le ministre de la Justice par intérim témoigne de tout l'engagement des autorités de la 7e République à lutter contre le trafic et la consommation des drogues au Niger. Autre aspect de ce journal, l'association des municipalités du Niger AMN, secteur de Maradi, a organisé hier une formation des élus locaux sur les équipements marchands. Les précisions RTD Maradi de Alzouma Seni Soumaïla. Les équipements marchands, leur rôle et leur utilité pour les municipalités, c'est le sujet central de cette formation des élus locaux de la région de Maradi organisée au Conseil de ville de Maradi par la représentation régionale de l'Association des municipalités du Niger. Cette formation vient pour nous à point nommé parce que c'est l'occasion de parfaire nos capacités pour le bien-être de nos populations. J'exhorte tous les maires présents ici de suivre attentivement et d'échanger comme il se doit pendant la séance de formation pour que ce soit bénéfique pour nous tous. Le formateur de cette rencontre nous explique la définition d'un équipement marchand et son importance pour une municipalité. Un équipement marchand, c'est un équipement qui, par essence, dont l'exploitation génère des recettes financières ou des avantages économiques pour la collectivité et le cas d'espèce pour la commune. L'importance de l'équipement marchand, l'importance elle est financière, elle est économique, elle est comptable, elle est sociale et elle-même politique. Cette formation va certainement donner aux élus locaux les outils nécessaires pour une exploitation logique et rentable des équipements marchands dans leurs collectivités respectives. La Commission économique pour l'Afrique, en collaboration avec le ministère en charge du plan, a débuté ce matin les assises d'un atelier. Le dit atelier intervient dans le cadre de la mise en place d'un système d'information géographique sur les communes. Aïssata Issakim. Instaurer un dialogue constructif entre tous les acteurs et utilisateurs des données géospatiales. C'est l'objectif principal de cet atelier de lancement de la mise en place d'un système d'information géographique sur les communes au Niger.
initié par la Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec le ministère du Plan. Cet atelier vise à élaborer une feuille de route pour mettre en place le système d'information géographique dans de brefs délais. En appui à cette initiative, en décembre 2013, la CEA a entrepris une évaluation sommaire de la situation. Et cette évaluation nous a permis de conclure que l'essentiel des informations nécessaires pour mettre en place un tel système d'information existe dans ce pays. Nous parlons ici de la mise en commun des informations qui existent dans différents ministères, dans différentes institutions dans le pays, pour avoir une infrastructure nationale de données spatiales. Nous parlons ici de la collaboration et de la coordination des efforts existants. Nous ne sommes pas en train de réinventer les roues parce que l'information existe dans ce pays. Prenant la parole, le secrétaire général par intérim du ministère du Plan a indiqué que le système d'information géographique sur les communes joue un rôle fondamental dans l'accompagnement de la décentralisation. Tous les partenaires, y compris les pompes de la réflexion de l'université, nous voulons que tout le monde soit engagé dans ce processus pour qu'on ait un système d'information géographique fédérateur. Une même information bien partagée, bien alimentée. L'objectif donc de la direction de l'aménagement du territoire, c'est d'aboutir donc à ces résultats. Cet atelier permettra aussi aux acteurs et utilisateurs des données géospatiales de prendre conscience de la nécessité d'adopter une plateforme commune en ce qui concerne la production et le partage de ces données. Et à la Commission économique pour l'Afrique de proposer un concept de modélisation du principe de partage des données géospatiales. La salle de réunion de l'hôtel Sahel a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'un atelier sur la validation du rapport d'exécution des phases 1 et 2 de l'étude de conception de mise en place d'une base de données sur les accidents de la route au Niger. Objectif, valider ces différents rapports. Alimatou Abdou. Présenter les rapports définitifs des phases 1 et 2 de l'étude de conception et de mise en place de la base des données des accidents de la route au Niger. Enrichir et valider ces rapports. Ce sont là les objectifs visés à travers cet atelier organisé par le ministère des Transports et financé par l'appui institutionnel du programme routier. Le but principal de cet atelier est de valider donc les phases 1 et 2 d'une étude sur une base de données des accidents de la route au Niger. Comme je vous ai dit, il y a la première étude qui est le diagnostic qu'on avait fait donc sur les causes des accidents. Donc on a fait le diagnostic des véhicules. Il y avait eu donc le diagnostic de l'homme. Il y avait eu donc la route. Maintenant, il y a une base de données qui va nous donner des informations sur les accidents. C'est ces phases-là donc de l'étude que nous sommes venus valider. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le ministre des Transports a dressé le bilan des accidents enregistrés au Niger de 2010 à 2012. En ce qui concerne notre pays, entre 2010 et 2012, nous avons enregistré respectivement 8060 décès, 5209 en 2011 et 8259 en 2012. Ces accidents ont causé la mort à 654 personnes en 2010, 656 en 2011 et 685 en 2012. Les blessés graves enregistrés sont de 2547 en 2010, 2782 en 2011 et 3035 en 2012. En ce qui concerne les blessés légers, ils étaient respectivement de 4272 en 2011, 4350
en 2012 et 4831 en 2012. Cet atelier permettra de mettre en place le plan mondial décennal d'action pour la sécurité routière 2011-2020, mais aussi d'améliorer la base des données des accidents de la route au Niger. Et puis le volet reportage de ce journal est consacré à l'impraticabilité de certaines voies de la capitale, notamment avec l'installation progressive de la saison pluvieuse, un véritable casse-tête pour les usagers qui l'ont fait savoir au micro de notre reporter Taïro Amadou. La saison des pluies s'installe et la ville de Niamey renoue avec certaines difficultés, surtout celles ayant trait à la circulation routière. À cette période, certaines voies beaucoup plus fréquentées sont dégradées et y circuler est devenu un calvaire pour les usagers, à l'image de cette voie venant au Château 1. Une situation qui met mal à l'aise les conducteurs. Ceux-ci souhaitent que des mesures idoines et urgentes soient prises par les autorités. C'est vraiment difficile de circuler sur cette voie en cette période de pluie. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Nous souffrons beaucoup sur cette voie. Regarde, il y a de l'eau partout. On ne peut même pas passer. Et c'est la seule voie principale. Il faut que les autorités communales réparent cette route. Pour les autorités communales, la dégradation des voies est parfois liée au comportement de la population elle-même. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de zones où le réseau d'assainissement ne fonctionne pas normalement. Et nous avons toujours attiré l'attention des populations sur le fait que certains actes que posent des habitants de la ville engendrent des problèmes où normalement ça ne doit pas se poser. Et nous sommes à pied d'œuvre pour réhabiliter, en tout cas pour mettre en état de fonctionnement l'ensemble des réseaux d'assainissement. Si vous faites un tour vers le siège du Trésor national, vous pouvez constater que là, nous avons réhabilité un caniveau qui a pratiquement disparu. Ça fait au moins 5 ans que ce caniveau-là n'a pas été curé. Et ce n'est pas le seul exemple. Un peu partout dans la ville, il y a des réseaux d'assainissement qui ne fonctionnent pas ou que certains posent des actes pour empêcher leur fonctionnement. Autorités et populations doivent conjuguer les efforts en ce qui concerne l'entretien des infrastructures routières. Il y va de la sécurité des personnes et de leurs biens. Situé au premier arrondissement de Niamey, le quartier Gabougoura a été victime d'une inondation ce matin. Plusieurs maisons effondrées, d'importants dégâts matériels relevés. Retrouvons les explications de Taïro Amadou. Maisons effondrées, d'importants matériels emportés. Ce sont là, entre autres, dommages causés par la pluie de la nuit du 25 au 26 juin à la population de Gabougoura. Un village situé dans l'arrondissement communal Niamey 1. Selon la population de ce village, les travaux de réhabilitation de la route Niamey-Tondibia seraient la cause principale de cet état de fait. Avant de faire ces travaux-là, les gens de Satom, ils ont creusé ici, là. Donc on avait discuté un peu là, ils ont dit bon, ils vont arranger. Donc la vie continue. Et après, il y a un lot. Ils ont venu creuser. Bon, ça ne va pas du tout. Et après, ça reste l'eau. Donc hier là, l'eau est venue. Donc ça a essayé de rentrer dans les maisons là. Donc vous voyez, en ce temps-là, on a demandé au secours, les gens là, de venir nous aider quoi. Donc ils ont venu, on a eu sorti les matériels quoi. Donc on avait sorti le matériel le lendemain quoi. Donc les gens sont venus, on est en train de voir comment on va faire les stations. Et maintenant on a appelé les sapeurs-pompiers, ils ont refusé de venir, ils ont un peu en retard quoi. Et donc maintenant on a cherché des motopompes pour venir sortir l'eau quoi. Donc après les gens de Satom, ils ont venu, on a discuté, ils ont dit d'avant les gens se dégagent quoi. Donc on a refusé, donc nous, et maintenant ils vont chercher, on n'a qu'à discuter, chercher une solution pour sortir l'eau.
On dit d'accord, bref, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'ils sont en train de faire là. Des radios, des télévisions, vous voyez, des appareils, des motos. Ouais. Ici, il y a 5. Là-bas, il y a 3. De l'autre côté, il y a une. Ici, là, il y a une. Donc, on peut estimer 7 ou 8 comme ça. 7 ou 8. Oui. Avant de trouver une solution définitive à ce problème, les agents de Satom et les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour évacuer l'eau. Quant à la population, ils demandent aux autorités communales de prendre des mesures idoines pour protéger leurs biens. À Maradi, le réseau de communicateurs pour le droit des enfants a organisé un atelier autour justement des droits des enfants. Le compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Aljouma Seni Soumaïla. Organisé par le réseau des communicateurs pour les droits des enfants RECODE avec l'appui financier du PASOP 2 dans la ville de Maradi, cet atelier de partage sur les questions relatives aux droits des enfants a clôturé ses assises avec à la clé une série de recommandations lues par un enfant qui a participé aux travaux. L'atelier recommande à l'endroit du RECODE de tout mettre en œuvre pour étendre sa représentation à tous les chefs-lieux des départements de notre pays afin d'offrir une assistance et une veille de proximité aux enfants des zones rurales qui sont les plus vulnérables. Les participants à l'atelier recommandent à l'endroit des structures d'origine de chaque et de chacune des participants à cet atelier de créer en son siège un centre d'écoute, d'accueil des parents et ou des enfants victimes de déni ou de violation de leurs droits. Les participants à l'atelier recommandent à l'endroit de l'État de créer le principe d'attribution de fonds de soutien aux structures de la société civile qui se font distinguer pour leur réalisation en matière de droits de l'enfant. Une rencontre d'échange et de partage ponctuée par plusieurs communications sur les droits des enfants trouvée très bénéfique par les participants. Le fait d'avoir mis ensemble ces différentes personnalités-là, avec des sensibilités différentes, en les faisant travailler 3 jours durant, je crois que c'est extrêmement important dans la mesure où nous continuons à agir chacun dans sa région et dans sa thématique. Donc nous nous enrichissons des rapports que nous avons avec les uns des autres. Je pense que rien que pour cela, c'est une initiative qu'il faut encourager. Et vraiment, je profite pour remercier encore une fois le RECODE pour cette initiative. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses sans faire beaucoup de bruit. Cet atelier, dont les objectifs ont été largement atteints selon la coordinatrice du RECODE, entre dans le cadre de ses activités de protection et de promotion des droits des enfants chers à la structure. Restons toujours à Maradi où le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC a été officiellement lancé. C'était hier à l'occasion d'une importante cérémonie. Le lancement en région du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, l'information et la sensibilisation des populations de Maradi sur le rôle, le fonctionnement et les objectifs du projet, tels sont entre autres les principaux points autour desquels s'articule cet atelier initié à Maradi par le dit projet. Le PRODEC, c'est le projet pour le développement des compétences pour la croissance. Ce projet est essentiellement en direction des jeunes. Il a une couverture nationale, c'est-à-dire qu'il couvre les 8 régions du pays. Il a une durée de vie de 6 ans. Ses bénéficiaires sont de 2 ordres. Il y a les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Les bénéficiaires directs, il s'agit des jeunes. Les bénéficiaires indirects sont les agences d'exécution, à savoir le FAFCA, l'ANPE,
et la chambre de commerce avec lesquels vous allez travailler. Le PRODEC a un projet dont les activités contribueront dans la mise en œuvre du programme de développement économique et social PDES des autorités actuelles du Niger, d'après les conseillers techniques du gouverneur de la région de Maradi. Le projet dont le lancement officiel des activités nous réunit aujourd'hui, fruit de la coopération entre la Banque mondiale et notre pays, représente l'un des principaux instruments qui devront contribuer de façon significative, voire déterminante, à l'atteinte des résultats retenus au niveau des axes numéro 4 et 5 du PDES. Au vu de la multitude des parties prenantes, la réussite de la mise en œuvre du PRODEC va exiger d'importants efforts de dialogue, de concertation, de coordination et d'animation des acteurs de la part notamment de l'unité de coordination du projet. Désormais lancé dans la région de Maradi, le PRODEC va s'atteler à mobiliser son groupe cible pour une mise en œuvre effective du projet. Retour à Niamey avec cette cérémonie cet après-midi à l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC de réception de l'eau de matériel offert par Orange Niger et l'ONG Emos Tchebon. Le compte-rendu de Omar Hamma. La présente cérémonie de réception de l'eau du matériel composé de 10 ordinateurs ultra-modernes issus de la victoire des étudiants de l'IFTIC lors du concours School Wassa de Orange Niger et le don de près de 500 cassettes audiovisuelles, d'un lit médicalisé, des consommables et autres services offerts par l'ONG Emos Tchebon à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication. Un geste d'une portée significative qui va contribuer à améliorer la qualité des prestations de cet institut. Le représentant de Orange Niger a saisi cette occasion pour expliquer l'objectif de cette initiative. Le but est d'offrir une tribune aux élèves et étudiants de notre pays, en plus de bénéficier des offres qui leur sont dédiées, donc une tribune pour se divertir. Orange School Wassa est un concept donc que nous exécutons grâce à un de nos partenaires MSA qui est le maître d'œuvre de cette édition. Nous avons en 2014 organisé 6 éditions dont l'une a mis aux prises votre établissement l'IFTIC et l'IPSP. À l'issue donc d'un mois, à peu près un mois de SMS voting, ensuite de domaines d'activités culturelles et éducatives, IPSP est arrivé deuxième et IFTIC a remporté l'édition, la dernière. Le représentant de l'ONG Emos Tchebon se réjouit du partenariat entre sa structure et l'IFTIC. La coordinatrice de l'ONG Tchebon, Emmaüs, à cette cérémonie de remise de dons à l'IFTIC. Cette modeste contribution est composée de 214 cassettes de dessins animés, 303 cassettes de films d'action, cassettes vidéo de films d'action, un lit médicalisé pour le CSI, un matelas, 400 grammes de coton, 150 unités de compresse, un paquet de gants et un déambulateur. Ce don permettra de renforcer les capacités des apprenants dans toutes les disciplines enseignées à l'IFTIC. Également, il permettra de renforcer les capacités d'accueil, n'est-ce pas, du CSI de l'IFTIC. Je réitère ici notre ferme engagement à accompagner l'IFTIC, comme nous le faisons déjà avec l'ORTN, dans cette noble mission d'informer, d'éduquer et de distraire. Les étudiants de l'IFTIC ont saisi l'occasion pour remercier tout le personnel de cet institut qui a bien voulu les accompagner dans le cadre de ce concours. Pour sa part, le directeur général de l'IFTIC s'est dit satisfait des étudiants. C'est une cérémonie de laquelle nous devons nous servir pour présenter notre gratitude, nos remerciements et surtout nos félicitations à l'ensemble de nos étudiantes et étudiants. D'abord, le prix qu'ils viennent de gagner, au-delà du nombre des ordinateurs, au-delà de la mobilisation que ça a créé, au-delà du brassage
que ça a créé entre étudiants de l'IPSP et étudiants de l'IFTIC et étudiants d'autres horizons, c'est un prix qui confirme que l'UNESCO ne s'est pas trompé en consacrant l'IFTIC comme un centre d'excellence. La fin de cette cérémonie a été marquée par la remise de témoignages aux étudiants et à Orange Niger pour ses multiples innovations. Longtemps attendu par les professionnels des médias du Niger, la convention collective de la presse sur laquelle ces derniers fondent tout leur espoir pour voir leurs conditions de vie et de travail améliorées est au terme de son élaboration au niveau du ministère de la Communication. Les promoteurs des médias manifestent cependant la volonté de signer les deux documents à l'élaboration duquel ils ont d'ailleurs pris part, ou encore quelles mesures d'accompagnement faut-il prévoir pour favoriser la mise en œuvre effective de la convention. Élément de réponse dans ce reportage, il est signé Seyni Mekiro Jibril. Il n'est pas possible à un journaliste de prendre un papier correct s'il sait que chez lui, excusez-moi de l'expression, la marmite ne bout pas. Il n'est pas possible pour un journaliste de rendre un article correct si chez lui, il y a des problèmes qui se posent. Or, tout cela, la Convention a fait le tour de la question. Un lueur d'espoir vient de naître pour les journalistes nigériens qui, pendant longtemps, décrivent leurs conditions de travail. La presse nigérienne sera bientôt aménagée par un document qui régira les rapports entre employeurs et employés, améliorant ainsi les conditions de vie et de travail de ces derniers. Après 2 ans d'analyse entre gouvernement, promoteurs et organisations de médias, la convention collective tant attendue par les professionnels de médias a été l'objet d'un atelier le 25 juin dernier visant à rendre à leur connaissance les enjeux juridiques de ce document consensuel, constituant ainsi la dernière étape de son élaboration au niveau du ministère de la Communication. Depuis l'avènement de la 7e République, on est en train de voir quand même quelques lueurs d'espoir par rapport à la concrétisation de cette convention collective. Nous avons suivi quand même l'autorité, la tutelle, le ministère de la Communication qui a affirmé quand même qu'ils sont en train de faire de leur mieux pour que cela aboutisse. De l'autre côté, les promoteurs aussi, on va les écouter pour entendre un peu, eux aussi, ils doivent certainement avoir des doléances. Et nous espérons que, comme l'a dit le ministre de la Communication, cette convention collective, tant attendue par nous autres professionnels des médias, alors la signature, on l'attend vivement et pour le bonheur, non seulement de nous, les acteurs, les principaux acteurs, mais aussi des promoteurs qui, eux aussi, n'ont aucun intérêt pour que cette convention collective soit adoptée. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que nos conditions de vie et de travail soient améliorées, car vraiment, s'il faut comparer un peu la situation du journaliste nigérien, si vous comparez un peu la situation à nos confrères de la sous-région, alors mon cher, il y a quand même des choses à ne pas dire. La convention collective, c'est un leurre au Niger, sa signature, je veux dire, puisque nous sommes dans un aspect théorique, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent, il n'y a aucune avancée significative. Il faudrait que les promoteurs et les employés s'asseyent côte à côte pour discuter de la question et chercher à être pragmatique. C'est quoi pragmatique? C'est aller à l'essentiel. Vraiment, les réunions, je ne pense pas qu'ils sont à l'ordre du jour aujourd'hui. L'actualité, c'est quoi? Nous savons tous que les journalistes sont en train de travailler dans une précarité ambiante. Nous nous occupons des problèmes de tout le monde, mais nous avons plus de problèmes que tout le monde. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais à quand la signature de ce document cher aux professionnels de médias par les employeurs? Les échanges que nous avons avec les différents médias nous rassurent parce que les différents responsables et eux aussi mesurent la portée de cette convention et ils sont d'accord avec nous qu'elle va certainement contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leurs agents. Nous avons tous en tout cas la même vision. Et nous pensons que, en tout cas, dans les jours à venir, les différents organes de presse vont signer cette convention collective pour en finir, parce que ça fait 2 ans que nous sommes là-dessus. Et je pense que le moment est venu vraiment pour sa signature. Toute initiative peut aboutir, à condition que les acteurs, les gens qui sont concernés et intéressés, s'y intéressent effectivement, qu'ils prennent une part active et positive. Parce que cette convention est faite, comme l'a dit le ministre, pour améliorer la situation, donner un visage humain au travail que les journalistes sont en train de faire. Trop longtemps, les
travailleurs des médias se sont plaints des conditions dans lesquelles ils exercent. Moi, je pense qu'il appartient à tout le monde, aussi bien les professionnels des médias que les responsables, dans leur intérêt à eux aussi. Parce que quand leurs travailleurs seront dans les bonnes conditions de travail, il me semble que le travail sera amélioré. On peut à tout moment poser ce genre de problème, pourvu que les gens qui sont intéressés et qui sont concernés prennent vraiment leur part active, jouent leur partition, comme dit le ministre. Cependant, des mesures d'accompagnement doivent être prises par les autorités afin de faciliter la mise en œuvre effective de ce document, tel que l'adoption de la loi sur la publicité et la hausse de l'enveloppe du fonds d'aide à la presse. La balle aujourd'hui, à mon avis, est dans le camp des patrons de presse. Ils ont posé des conditions. Nous avons dit qu'en tout cas au niveau du gouvernement, nous allons prendre toutes les dispositions pour que ces conditions soient remplies. Et c'est notamment la loi sur la publicité. Nous l'avons dit à maintes reprises que cette loi en tout cas, est dans le processus d'adoption. Et nous avons pris également des engagements quand nous avions visité les organes de presse que nous allons tout faire pour que l'appui qui est donné aux différents médias soit un peu rehaussé dans le cadre du fonds d'aide à la presse. Et nous sommes là-dessus et Inch'Allah, nous allons le concrétiser. Nous avons en son temps posé le problème des mesures d'accompagnement. Nous avons même fait un listing, il me semble. Et nous avons dit quand ces conditions seront réunies, le travail pourra être fait de façon correcte. Et à ce moment-là, je crois que le ministère a pris la décision et le ministère est engagé lui-même à prendre les décisions nécessaires, les dispositions utiles pour que toutes les conditions, ou en tout cas l'essentiel, soient réunies pour que le travail se fasse correctement. C'est d'abord le rehaussement de l'enveloppe du fonds d'aide à la presse. C'est 200 millions, vous le savez. Il n'est plus suffisant. Regardez le nombre des médias. Regardez le personnel des médias. Donc l'enveloppe du fonds d'aide à la presse n'est plus suffisante. Il y a également la redevance de l'ORTN. Cette redevance, il faut poser le débat. Nous savons que c'est une question de souveraineté nationale, mais nous savons aussi que les médias privés font également du service public et ils ont droit à aspirer à une autre forme de redevance, à travers peut-être les téléphonies mobiles. Il y a des possibilités pour que ces téléphones mobiles, qui engrègent d'énormes sous dans notre pays, puissent accompagner les médias. Il y a la loi sur la publicité. Il faut réglementer la publicité au Niger. Tout ça, c'est des mesures d'accompagnement que nous avons déjà partagées avec la corporation à l'occasion de la réunion annuelle des cadres de la communication. Nous estimons que, quelle que soit la pertinence de la convention collective que nous allons adopter et signer, tant qu'elle n'est pas accompagnée des mesures incitatives, des mesures d'accompagnement des médias privés, nous allons nous diriger vers l'échec parce que nous allons arriver à deux niveaux. Soit les médias vont fermer, nous allons créer d'autres chômeurs, soit les gens ne vont plus respecter une loi qui est la convention collective. Gouvernement, promoteurs et organisations de médias doivent s'investir davantage afin de trouver les voies et moyens favorisant la mise en œuvre effective de ce document pour que les professionnels de la presse nigériens soient à l'abri du besoin et être objectifs. Dernier aspect de ce journal, le Caire international vient de lancer le projet Jeunes en fin de semaine dernière à Walalewa, au nord Tanout, région de Zender. Ce projet vise à créer plusieurs emplois temporaires pour les jeunes, n'est-ce pas, Moussa Damougarba? C'est la commune de Walalewa, dans le département de Tanout, qui a servi de cadre pour le lancement de ce nouvel outil de développement, le projet Jeunes. Pour marquer de l'importance de ce projet, le gouverneur et ses collaborateurs ont tenu à honorer leur présence à la cérémonie de lancement. Après le mot de bienvenue du maire, le coordinateur du projet a dans son discours expliqué le contenu de ce projet. D'une durée initiale de 15 mois, avec un budget estimé à 2 700 000 €, soit 1 771 200 francs, ce projet est mis en œuvre dans 17 communes des régions de Zender, Difa et Maradi. Dans la région de Zender, le projet intervient dans les communes de Falanko, Walelewa et Tarka.
Son objectif général est de contribuer à la consolidation de la paix et à l'amélioration de la stabilité sociale et politique au Niger. Plus spécifiquement, le projet vise à créer les conditions favorables à une meilleure insertion des jeunes dans le tissu socio-économique et politique local des 17 communes des régions de Zender, Maradi et Difa. Pour ce faire, le projet finance 2 types d'activités. Ce sont notamment les activités à haute intensité de main-d'œuvre et les activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, l'approche de mise en œuvre de ce projet se veut participative et inclusive. C'est pourquoi un protocole définissant les conditions de participation des parties prenantes à la mise en œuvre et au suivi des activités a été initié et signé entre le gouvernorat de la région de Zender et CARE International. C'est le gouverneur qui a officiellement lancé les activités de ce projet. Il a vivement salué les efforts de CARE International dans la région de Zender. Comme vous le savez, le Niger est caractérisé par la persistance des facteurs de vulnérabilité d'ordre naturel et anthropique entraînant la perturbation des écosystèmes et occasionnant d'énormes pertes économiques et de production. Mesdames et messieurs, la gestion des risques et catastrophes en général et des crises humanitaires en particulier constitue une véritable source de préoccupation pour les plus hautes autorités de notre pays. C'est dans ce cadre notamment que le gouvernement du Niger a déjà pris d'importantes mesures qui se sont traduites par la redéfinition du mandat et du fonctionnement du dispositif national de prévention et de gestion des crises et catastrophes, l'adoption par décret de la stratégie de sécurité alimentaire et de développement agricole durable dénommée Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, à travers laquelle le gouvernement du Niger cherche à réaliser l'alliance de la liberté et du pain par une meilleure préparation des communautés rurales à faire face aux crises et aux catastrophes. En effet, ce projet permettra à plusieurs jeunes de cette localité de bénéficier d'un emploi temporaire à travers le cash for. Il faut rappeler que CARE International s'est beaucoup investi dans la promotion de la jeunesse en luttant contre l'oisiveté et la pauvreté des jeunes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie de programmes de la télévision Dunia. Au revoir.